Bienvenue à cet espace d'interview exclusive sur Bravo Télévision, mesdames et messieurs. Avec nous, Paul Kapita Chabangui, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Bruno. Merci pour ce temps que vous nous accordez pour répondre à quelques de nos questions. D'emblée, j'aimerais vous présenter nos sincères condoléances pour la mort tragique de Corneille Moulumba. Moulumba. Et dites-nous un peu comment vous aviez accueilli cette triste nouvelle. La mort dans l'âme, le pauvre était abandonné à lui-même. Plus d'une fois, on avait lancé des appels dans toutes les directions à cet effet pour que, dans la mesure du possible, on le sauve d'une éventuelle mort. Mais il nous a quittés. La vérité, c'est que rien n'avait été envisagé à cet effet pour voler à son secours. Il nous a quittés. Voilà. C'était quoi qui était à la baisse? Le moyen qui manque au sein du parti ou c'est de la mauvaise foi? On ne veut pas soutenir les autres, on ne veut pas manger avec les autres. Mais son cas était connu de tout le monde. Il s'est affiché certaines attitudes irresponsables. De la part de qui? Des actuels animateurs du parti? L'opinion semble ignorer que c'est Moulumba Corneille qui va remplacer le professeur Duconda, qui était le tout premier président de l'UDPS à l'extérieur. Et il se trouve que, pour certaines circonstances, que je ne veux pas me permettre de développer ici, qui tombe malade, les moyens avaient manqué pour voler à son secours. Alors, qu'avait-il fait et qui vous a un peu plus marqué, vous, personnellement, Corneille Moulumba? Ce que tout le monde profit connaît. Du parti, oui. Oui. C'est lui qui avait conçu les logos. Oui. C'est lui. Il était très actif. Très actif. Et par moments, il avait fait un pas de côté pour des raisons d'ordre personnel. Mais il est toujours resté jaloux de ses convictions au sein du parti. Qu'est-ce que vous, en tant que père, vous pensez par rapport à tout ça? On abandonne ceux qui ont milité pour que ce parti arrive au niveau où il se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, en tant que père, pouvez peut-être dire aux animateurs de ces partis pour lesquels vous aviez milité, vous aviez donné toute votre énergie? Aux animateurs de ce parti, je leur dirais tout simplement que il n'y a pas dans ce pays, depuis 1960, un parti politique à avoir vécu une telle durée. Nous l'avions créé le 15 février 1982 et à ce jour on parle de ce parti, puisqu'il n'a pas été fondé par des opportunistes qui cherchaient à avoir un poste. Il a été fondé pour pouvoir faire profiter à notre peuple les ressources incommensurables dont regorge son sol et son sous-sol, et pour que les filles et les fils de ce pays bénéficient du bonheur que Dieu a jeté dans leur pays, sur le sol et en dessous du sol. Et ce parti était fondé par des gens réellement élus. Je vais souligner cet aspect des choses. Nous étions réellement élus. Et les électeurs nous avaient défiés. Voici le défi. Allez nous défendre. Allez défendre notre cause. Mobutu est en train de détruire le pays. Faites un contrepoids à Mobutu. Et nous l'avons fait. L'UDP, c'est un esprit. Ce n'est pas comme aujourd'hui n'importe quel individu crée un parti où il y a sa femme, secrétaire général, son fils. Non, c'est de la blague aujourd'hui. C'est de la blague dans la mesure où tout le monde ne comprend pas ce que c'est que la politique.
Hein? Dieu a doué chacun d'une mission. Chacun des êtres humains a une mission sur cette terre. Si vous embrassez un domaine qui ne vous est pas prédestiné par le Créateur, parce que vous devez imiter un ami, vous étiez ensemble, pourquoi seulement lui? Non, chacun de nous est appelé à quelque chose pour apporter un plus à la construction de sa société. Ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être faute d'entreprise, d'État, tout le monde est en politique. Tout le monde est en politique, tout le monde parle politique. C'est de la bouillabaisse. Pour le capitaine Chabangui, vous venez fraîchement de la Côte d'Ivoire. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a un peu plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la beauté du pays, la beauté de la capitale et la santé des habitants de la capitale. Et même ceux qui sont à l'intérieur et que j'avais pu rencontrer ou que les amis de mon fils avaient rencontré, et ont une santé full. Ils n'ont rien à envier aux gens d'outre-mer. Voyons par exemple l'Occident ou d'autres pays en Afrique. Ils sont fiers de leur pays. Ils sont fiers de leur pays. Ce n'est pas le cas avec nous ici. Mais le cas avec nous, tous les projets que Félix a, je ne dis pas avait, et il en réalise quelques-uns, mais tout le temps, il y a des contre-coups de la part des personnes, je n'appelle pas personnalités, il y a des contre-coups de la part de certaines personnes qui prennent la politique pour un travail qui mérite salaire. Bien sûr, quand on est en politique, on a son salaire. Mais ce qui devrait précéder cette ambition, c'est la vocation. Chacun de nous renferme une divinité en soi. Chacun de nous. Mais il faut vous engager et par instinct, vous sentez que je suis prédestiné à une telle activité de la vie de la société. Mais vous faites abstraction de cela et vous vous dites, tiens, nous étions ensemble avec tel, il est en politique, pourquoi pas moi? Voilà qui ne peut pas faire marcher les choses. Vous êtes aussi passé par Lomé. Oui, Lomé, c'était un petit pays. Non seulement ils ont une compagnie aérienne avec plus de 15 avions, grands porteurs, mais l'aérogare, comme celui d'Abidjan, c'est du type européen. Ils n'ont rien, mais ils ont ça, c'est la volonté. Et ici, on aurait déjà tout cela sans ce que j'ai pu me permettre d'appeler sorcellerie. Des gens qui ne rêvent que des contre-coups apportés au chef de l'État, qui a déjà prouvé d'une ou d'autre façon qu'il reste attaché à son pays. Il y a certaines réalisations qu'il fait. Mais autant il a ce projet en tête, autant de l'autre côté, on tire la couverture pour distraire ou créer des situations qui ne permettent pas de réaliser tout ce qu'on aurait pu réaliser. Lomé, petit pays, vous dites, ils n'ont rien en comparaison avec la RDC. Mais à un certain moment ou une certaine époque, on parlait du Congo comme Poto-Moïngue, plus particulièrement de Kinshasa. Mais à quand est-ce que remonte cette cassure-là? Quand est-ce qu'il y a eu ces changements et c'était quoi la causalité? Pour ne parler que de la capitale, il faut vous rappeler qu'il y a eu dans ce pays, sous Mobutu, un commissaire urbain, puisque Mobutu avait déformé les choses, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'appelait commissaire urbain Kabaïdji. Mais il a réalisé des miracles. Avant lui, on avait certains signes qui
qui faisait prévaloir la chute de la capitale en termes de beauté. Mais avec son avènement, non seulement il va construire des ronds-points, mais l'entretien de la ville, tant à Kalina que dans toutes les communes, était vécu par les concitoyens. Et quand on la virait, le peuple guinéen avait exigé son retour. Il suffit d'une volonté en politique. Il suffit d'un degré du patriotisme en soi, puisqu'on fait la politique au service de sa patrie. On ne fait pas la politique pour remplir ses poches. Bien sûr, on a son salaire. Mais si on doit rentrer en politique pour s'enrichir, alors allez faire du commerce. Les choses ont changé dans ce pays avec Mobutu. Aujourd'hui, Mobutu n'est plus. Mobutu n'est plus. Mobutu, c'est d'abord lui qui avait détruit ce pays en instaurant le quota. Le quota pour les inscriptions à l'université, le quota dans les engagements, tribaliser l'armée, qui était comptée parmi les armées les plus féroces de l'Afrique centrale. Il a tribalisé cela en remettant les enveloppes aux officiers très bien formés dans les académies occidentales, originaires du Katanga, originaires du Kasaï, originaires du Kivu. Donc c'est Mobutu qui aurait plongé ces pays dans le chaos. Oui, il a détruit l'armée. Il a détruit l'armée. Or, nous avions une armée qui figurait parmi les rares armées de l'Afrique. Était-il réellement congolais? Était-il réellement citoyen de ce pays, Mobutu? J'aimais des réserves. J'aimais des réserves. Parce que tel qu'il avait massacré, il avait ordonné le massacre de masse. Mes collègues de l'Ovanium manifestaient pour exiger le réajustement de la bourse pour pouvoir faire face au coût de la vie. Voilà le seul crime qui va leur coûter la vie à hauteur de Capelle, sur l'avenue de l'université. On a tiré dans la masse une cinquantaine de tués, dont mon copain de 7e à Lebo, Mamba Symphorien, je n'oublierai jamais son cas. Enfant unique. Mettez-vous à la place des parents. Enfant unique. Il n'a jamais été deuxième de classe. Il comptait parmi les victimes. Voilà. Donc voilà autant de cas qui prêtent à douter du patriotisme du président Mobutu. Les chaos laissés par Mobutu persistent jusqu'à ce jour, au point qu'à l'est de la République, il n'y a pas la paix. Il n'y a toujours pas la paix malgré les accords signés. Et aujourd'hui, le camp de l'opposition réclame un dialogue inclusif. Comment appréciez-vous leur démarche, surtout que l'opposition veut d'un dialogue sans Félix Tshisekedi, parce que d'après elle, Félix ne veut pas du dialogue. Comment appréciez-vous leur démarche pour un dialogue sans Félix Tshisekedi? Mais un dialogue sans Félix Tshisekedi, ça veut dire quoi? Ceux qui développent cette ambition-là, moi je me demande s'ils réfléchissent. S'ils font la politique ou ils se retrouvent en politique pour la bonne raison de dire « ôte-toi de là que je m'y mette ». La politique est une vocation comme une autre. Dialogue avec qui? Avec les Rwandais? Puisqu'il y a des Rwandais qui sont là-dedans. Dialogue avec qui? Avec ceux qui ont tué et qui continuent de tuer? Dialogue avec qui? La politique, autant qu'une vocation sacerdotale, c'est une vocation. Un homme politique ne tue pas. Un homme politique est juste. Un homme politique lutte pour la justice, le développement de son pays et l'instruction de ses concitoyens, pour que ces derniers inventent au profit du pays. Moïse Katumbi n'est pas rwandais, Martin Fayulu non plus. Ils sont un peu nombreux. Tenez cela, Bruno, tenez cela. Vous, les jeunes qui nous observez, par le temps qui court, un Congolais authentique qui est fier de sa patrie, il voit plutôt la régression du pays. Il aurait souhaité donner le temps
au nouveau chef de l'État afin de reconstruire ce pays. Mais ce qui prouve qu'il a fait impression, il a donné une bonne impression au peuple. Mais il a été reconduit par le peuple. Donc il a été élu en 2019 et aujourd'hui, pour satisfaire ceux qui ont de la politique une activité pour s'enrichir vite, voler, s'enrichir, exploiter les carrés miniers. Quand vous dites lui donner un peu plus du temps, voulez-vous dire lui accorder encore un troisième mandat parce qu'il en est à son deuxième? Mais le premier mandat, comment l'a-t-il achevé? Il y avait toujours de contre-coups. Mais il aurait été tué à peine qu'il venait d'être élu. Il était en mission quelque part à l'Est là. Vous êtes journaliste, vous êtes censé le savoir. Mais Félix avait failli laisser la tête là-bas. Donc vous voulez qu'on lui accorde un troisième mandat? Si le peuple le décide, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a fait preuve de l'amour du pays, il a terminé le premier mandat. Preuve en est qu'on l'a réélu. Hein? Moi, je ne peux pas dire autre chose que ce qu'on vit comme réalité sur le terrain. Il mérite une réélection. Hein? Voilà, il y a toujours des bâtons dans les roues, mais qui ne se justifient pas. Prenons quelques cas. Bien sûr, la ville est ce qu'elle est parce qu'il y a un gouverneur, moi je ne sais pas d'où il vient. Moi, à sa place, je me serais caché, ou j'aurais quitté le pays, puisque ça, ce n'est plus une ville, c'est une brousse. Hein? D'autant plus que c'est une capitale, c'est une brousse, on doit avoir honte de cette ville. La capitale la plus sale de toute l'Afrique noire, c'est Kinshasa. Mais c'est pour ce genre de raisons que l'opposition veut que les Congolais se retrouvent autour d'une table. Mais d'une table pour afin dire de parler. Quoi? Pour dire parce quoi? Que les choses ne marchent pas. Mais vous venez de condamner l'état actuel de la ville-province de Kinshasa. Oui. Mais c'est une raison pour laquelle l'opposition veut à tout prix qu'on s'asseye et que l'on parle. Mais qui est ce membre de cette fameuse opposition-là qui a déjà épinglé ce problème de la sûreté de la ville de Kinshasa? Personne. Leur préoccupation est celle-ci. Ôte-toi de là que je m'y mette. Eu égard à cette considération, il y a lieu de conclure que le Congo est le seul pays en Afrique, et encore mieux au monde, où tout le monde est capable de faire la politique. Vous dites non au dialogue inclusif. Moi, les accords signés à Washington ne nous ont pas amené la paix à l'Est. Par quel miracle allons-nous pacifier l'Est de la République? Avec une armée sophistiquée. Nous avions une armée qui avait fait la fierté non seulement du Congo belge, notre armée avait fait la fierté de toute l'Afrique. Il faut voir l'histoire. Il faut voir l'histoire. Si notre armée a été cassée, c'est le président Mobutu en introduisant le quota. Hein? Le quota qui consistait en quoi? Non, il y a beaucoup de techniciens qui sont katangais, qui sont kassaïens, du Bas-Congo. Il n'y en a pas à l'Équateur, tout ça. Mais les académies militaires, c'est l'université de l'armée. On n'y envoie pas n'importe qui. C'est sur concours. Si vous avez échoué à un concours, on va vous envoyer puisque votre région manque des officiers dans ce domaine-là. On est officier pour servir son pays et non pas pour servir son village. Nous avions des officiers qui étaient admirés par les Belges. Admirés par les Belges. Mais avec cette bêtise du président Mobutu, le quota, il a détruit l'armée. Il a détruit l'armée. Et maintenant, depuis que Félix est là, il fait beaucoup d'efforts à cet effet. Mais d'un côté, il fait des efforts, de l'autre, il y a Est, tout ça. C'est à la limite de la sorcellerie. Il lui reste d'ailleurs 2 ans pour qu'il laisse la gestion du pays. À qui? À quelqu'un d'autre que le peuple va choisir. Mais dans la situation où nous sommes, moi je ne décide de rien, mais j'observe. Dans la situation dans laquelle nous sommes, si on organisait les élections aujourd'hui, on va apporter quelle solution? Il n'y a pas de solution miracle. Il
Il n'y a pas de solution miracle. Et dans un pays où l'on parle tant d'élections, ça signifie que dans ce pays-là, il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché. Il n'y a plus de société privée, étatique, par-étatique, qui offre de l'emploi à ses concitoyens. Et je crois que, toute proportion gardée, c'est un peu le cas ici. Les sociétés d'État, laquelle tient debout? Les sociétés privées, laquelle fait parler d'elle? Tout le monde ne voit que la politique. C'est un mauvais signe. Et c'est la mort du pays. Il faut que chaque citoyen, que chaque citoyenne se retrouve dans le cadre de sa vocation. Quand on devient quelque chose par vocation, on est capable de miracles. Mais quand on le devient plus que l'ami l'est devenu, avec de la rancœur, non, on ne va nulle part. On ne va nulle part. Oui, nous avons, je ne parle pas de pasteurs, nous avons des abbés. Les abbés, vous n'étiez pas encore nés, étaient dans les mêmes conditions que les Belges. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment ils vivent, puisqu'il y a des abbés qui, dans cette archidiocèse, qui tombent malades, qui ont difficile à se faire soigner. Mais les abbés étaient dans le temps une carrière des plus bourgeois. Dans toute la classe politique congolaise, vous n'y voyez pas quelqu'un à qui Félix Tshisekedi pourrait céder le pouvoir par la voie des élections? Mais il y a des élections. Dans l'état où le pays se trouve, je ne le dis pas puisque c'est Chilombo Félix qui est à la tête, je le dis en toute vérité. Dans la situation où le pays se retrouve, il faut plutôt parler d'une bonne armée pour défendre le territoire. Aujourd'hui, on peut élire n'importe qui. Il n'y aura pas de miracle. Il y a beaucoup de bâtons dans les roues. Oui, mais Félix Tshisekedi n'a pas réussi à redynamiser cette armée dont vous faites allusion. C'est comme ça que... Non, ce n'est pas cela que j'ai dit. Oui. Il s'y prend, puisqu'il envoie, je suis ancien de là, il envoie des gens faire leur spécialité en Europe. Mais pendant qu'il envoie ces gens-là, et pendant qu'à travers ses faits et gestes, il semble préoccupé par le sort du peuple, mais chacun devrait prendre cela en conscience pour se dire ceci, ensemble, chacun selon sa spécialité, construisons notre pays. Puisque le pays est dans une situation catastrophique. N'est-ce pas vrai qu'il fait des efforts dans certains domaines et qui le crédite de quelque chose par rapport... Je ne parlerai pas de celui qui l'a remplacé. Kabila là-bas qui porte un nom qui n'est pas le sien. Non, mais il a prouvé que c'est un fils du pays, mais il devra faire beaucoup d'efforts pour mettre quelqu'un à la place qu'il faut. Il s'y emploie, mais il devrait continuer de s'y employer. Parce qu'il y a d'un côté l'expérience et de l'autre la technicité. Et l'armée, il s'y prend. Il s'y prend. Pas de dialogue, les accords ont échoué. L'armée dont vous faites allusion ne parvient même pas à reconquérir Bukavu entre les mains de rebelles. Je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi cela? C'est parce que dans ce que nous appelons armée, Félix a trouvé un corps constitué de toute espèce de Congolais. Et il lui fallait combien de temps pour défaire la situation? Pour défaire la situation, il y a plusieurs solutions. Combien de temps lui fallait-il?
Des mandats n'étaient pas suffisants? C'est progressif. On ne réalise pas de miracle en Et il lui temps. faut un troisième mandat. Non, je ne parle pas de troisième mandat. Ça serait une violation Non, de la loi. je ne parle pas du troisième mandat. Je parle des efforts que tout chef d'État qui est élu par le peuple fait dans un domaine ou dans un autre. Sur le plan militaire, quels efforts n'avait-il pas déployés? Mais l'argent, il me revient que l'argent a été détourné. L'argent a été détourné. Il faudrait qu'on poursuive ceux qui ont détourné. Parce que moi, je n'ai jamais vu un officier enrichi par l'armée. L'officier émarge au budget de l'État jusqu'à la fin de sa vie. Lui et son épouse, lui et ses enfants, si ces derniers sont à l'âge d'être pris en charge par l'État. Mais dans une armée où les officiers s'enrichissent, ça cesse d'être une armée. C'est autre chose. Hein? C'est un corps des ambianceurs ou des gens qui privilégient la richesse à la défense du territoire et de leurs compatriotes. Oui, c'est ça. Revenons-en au dialogue, même si vous n'en voulez pas. Mais les prêtres catholiques également, ils crient pour le dialogue inclusif. Les prêtres catholiques... Ils n'ont pas aussi raison, eux aussi. Les prêtres catholiques ont un parti pris. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à l'Est? Vous avez vu Monseigneur Mouteba, tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à l'Est? Et qu'est-ce qu'ils ont ramené comme solution? Nous avons connu le cardinal Maloula, Joseph. Maloula n'avait pas fait l'université, il a fait seulement le grand séminaire. Mais il avait une avance sur le plan académique qui dépassait tout le monde. Maloula a laissé ses marques. Maloula, c'était où le peuple est pris en charge, où on porte des sanctions sur un politique qui ne convient pas. Maloula ne murmurait pas. Il condamnait ce qu'il vivait. Maloula s'est attaqué au président Mobutu plus d'une fois. Tout comme Ambongo aussi s'attaque au président Félix. Maloula s'est attaqué au président Mobutu pour défendre le peuple congolais ou zaïrois. Mais M. Ambongo a un problème avec Félix, c'est la gratuité de l'enseignement. Un point, un trait, il n'y a pas autre chose que cela. Il n'y a pas autre chose que cela. Je ne suis pas content. Ambongo n'en voulait pas de cette gratuité de l'enseignement. Mais pourquoi il est contre Félix? Il n'est pas seul. Pourquoi il est contre Félix? Que gagnait-il? Même plusieurs millions. Plusieurs millions. Mais quand l'État veut prendre les choses en marche, plutôt que de sourire, de se frotter la main... Il s'y oppose. Non, il s'y oppose. C'est qu'il y a anguille sous roche. Anguille sous roche. Et il doit faire beaucoup d'efforts pour se comporter comme un prince de l'Église catholique, romaine, plutôt que d'agir comme il agit. Puisqu'il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout. Je repose la question. Oui. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire à l'Est, jusqu'au Rwanda là-bas? Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire? C'est ridicule. C'est pas la paix qu'ils sont allés rechercher? Il y a une expression là, qui veut la paix prépare. Qui veut la paix prépare la guerre. Comme prêtres, ils auraient dû prendre parti en faveur de l'armée. Nous tirons l'attention chef de l'État de se focaliser sur l'amélioration des conditions des soldats pour en arriver à une armée comme il y a 50 ans ou 40 ans. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont plutôt choisi d'aller à l'Est rencontrer ceux qui font couler le sang des Congolais et sans en faire mention. Et ça, là, c'est condamnable. Mais ce n'était pas une façon de leur dire cessez de tuer
et déposer les armes. Non. Venez, nous allons nous asseoir Non. pour parler entre nous Congolais. Non, leur problème, les hommes Ce de n'était pas Sultan, ça là, le nœud de leur message auprès des non, rebelles. non, leur message, moi, je suppose que leur message consistait à dire ceci à ceux qui nous font la guerre. Tenez bon, je crois. Je suppose, je ne suis pas certain, mais il y a des signes avant-coureurs qui m'amènent à dire qu'ils sont du côté de ceux qui tuent, et pourtant ils ont la soutane. La soutane, c'est un habit, mais ils doivent défendre les pauvres. Et ils sont issus de notre peuple qui se fait massacrer. Alors, Paul Kapita Chabangui, l'émission est en train de toucher à sa fin. Si vous aviez un message un peu plus particulier, quel serait-il? Congolais, nous devons prendre au sérieux les risques qui se pointent à l'horizon contre notre pays et notre peuple. Soyons unis. Soyons unis contre tous ces fossoyeurs qui se disent filles et fils du pays, mais qui assistent indifférents face au sang qui coule, comme si c'était le sang des animaux malades de la peste. On tue toujours ici. Hier ou avant-hier, on a exterminé, parmi les jeunes gens qui étaient cantonnés quelque part. On en a exécuté. Et ça continue. Donc, nous devons être ensemble. Unis, nous sommes plus forts plutôt que désunis. Ce pays fait l'envie de l'humanité, laquelle aurait souhaité le voir balkanisé. Si Félix n'était pas à la tête du pays, pendant tout ce qui se passe ici, on aurait déjà connu aujourd'hui 3 ou 4 Congos. Donc, nous avons tout intérêt à nous souder comme un seul homme contre ce qui se trame et qui risque d'arriver dans notre pays. Mais si nous sommes unis, la volonté d'un peuple est plus forte que les balles de guerre ou ce que les mercenaires veulent causer comme tort et paguer dans notre pays. Paul Kapita Chabangui, je vous remercie. À moi aussi de vous remercier. Merci de nous avoir. Merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Je vous souhaite plein succès dans votre métier. Merci. C'est un des métiers de la noblesse. Merci. Le journalisme, autant que la politique, autant que la bureaucratie. Aimables téléspectateurs, bonne année à vous, bonne année 2026. Et merci de nous avoir suivis dans cette interview exclusive avec Paul Kapita Chabangui. Restez connectés à votre chaîne La Génération Digitale et à bientôt.